C'était il y a 2 ans. En 2009, nous étions à Berlin pour la commémoration du 20e anniversaire de la chute du mur. Et on a entrepris des reportages et des rencontres avec d'anciens néo-nazis à Berlin et dans le territoire de l'ex-République démocratique d'Allemagne. Et en parlant avec ces gens, ils nous ont dit, ah oui, nous, le mouvement néo-nazi dans lequel nous étions, c'était la gauche, c'était les néo-nazis de gauche, anticapitalistes, altermondialistes, etc. Un petit peu surpris quand même d'entendre ce rapprochement, mais en raisonnant un peu, c'est des choses qu'on n'aime pas trop, dont on n'aime pas trop se souvenir, mais si on regarde un peu l'histoire en face, effectivement, à plusieurs reprises dans l'histoire, il y a eu un rapprochement entre l'extrême droite et le socialisme, national-socialisme. Et puis vous connaissez Marine Le Pen. Alors vous allez me dire, oh là là, vous passez d'une chose à l'autre, attention à ces comparaisons. Vous avez tout à fait raison. Comparaison n'est pas raison, nous allons le répéter jusqu'à 15h, 16h. Mais tout de même, le nouveau Front National, celui de Marine Le Pen, qui se présente justement avec des accents et des projets tout à fait, qui copient et qui s'inspirent de l'altermondialisme, il faut quand même bien le dire. Ce qui fait que ce nouveau Front National ne pourra pas être combattu simplement par le rejet et l'invective. Ce thermomètre, on avait dit que le Front National était un thermomètre et que casser le thermomètre n'empêcherait pas la maladie. Eh bien, ce nouveau thermomètre-là raconte le grand corps malade français. Et c'est un énorme défi qui est devant nous. Pour en parler, on a demandé à Dominique Vidal de venir nous voir. Dominique Vidal, vous le connaissez, c'est un journaliste du Monde diplomatique. Il est historien, il ne faut pas l'oublier. Il a collaboré au nouveau numéro de l'État du Monde, qui va sortir, l'État du Monde 2012, avec Bertrand Badi. Et il s'est intéressé récemment à la montée de l'extrême droite en Europe. Nouvelle montée de nouvelle extrême droite en Europe. Il travaille sur d'autres thèmes que vous connaissez, mais c'est là-dessus qu'on a voulu l'interroger, parler avec lui jusqu'à 16h dans la basse J'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse J'y suis au 01 56 40 37 37. Bonjour à tous. Ce matin, un sondage très intéressant réalisé par l'Institut CSA. 46% des ouvriers se disent proches des idées de Marine Le Pen. Absolument, vous venez de décrire ça très justement. Les candidats du Front National sont aujourd'hui peut-être le premier parti ouvrier de France. Tous ensemble, tous ensemble avec Marine Le Pen. Il faut changer ce modèle ultra-libéral dont on voit qu'il est en réalité un système de casse économique et de casse sociale. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est la reprise de tout le fonds de commerce national-socialiste. On oublie que dans national-socialiste, il y a aussi socialiste, qui était un discours démagogique à l'égard d'un électorat populaire, ouvrier, qui est parmi les toutes premières victimes de la crise. Tous ensemble avec Marine Le Pen. Il faut retrouver l'État en le remettant au service du peuple. Et pour cela, enchasser les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale. À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps, lui aussi trahi par la gauche du FMI et des beaux quartiers. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Dominique Vidal. Marine Le Pen, altermondialiste. Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Dominique Vidal, je vous ai demandé de venir nous voir, là-bas si j'y suis, pour une raison. La raison, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est installée dans le paysage politique d'une façon nouvelle. Elle a conquis le personnel médiatique. Elle a conquis une partie de l'opinion. On l'a vu dans les élections, on le voit régulièrement dans les sondages. Quelques intellectuels médiocrates aussi. Aussi. Et Marine Le Pen semble altermondialiste. Elle est contre la mondialisation, elle est contre les paradis fiscaux, et à bien des égards, elle emprunte aux idées que vous défendez depuis longtemps, collaborateur du monde diplomatique que vous fûtes, et que vous êtes toujours en partie, qui sont les idées que nous connaissons de la gauche critique et altermondialiste, pour caricaturer un peu les choses. Donc voilà que Marine Le Pen fait son marché, en somme, chez vous. Très bien, première chose. Deuxième chose, en novembre 2009, nous étions en Allemagne et nous avons fait une rencontre avec d'anciens néo-nazis, avec de jeunes anciens néo-nazis repentis, et qui nous ont expliqué comment fonctionne ce mouvement néo-nazi. Et ils nous ont dit, oui, nous étions dans la partie gauche de ce mouvement, dans la partie anticapitaliste de ce mouvement, dans la partie altermondialiste de ce mouvement. Nous nous trouvons face à une extrême droite en France qui se dit altermondialiste, et voilà des néo-nazis qui nous disent à quel point ils respectent et ils soutiennent ces idées-là. C'est assez troublant. C'est assez troublant. Alors pour Marine Le Pen, on se rassure en disant « Oh, ben c'est de la démagogie populiste, électoraliste, qui n'a pas de fondement, qui est purement opportuniste. » Pour les néo-nazis, on se dit « Bon, ça d'abord, c'était pas chez nous. » On se rassure à peu de frais. Et donc, je vous ai fait venir pour que vous nous expliquiez un petit peu tout ça. Je vais vous proposer, dans un premier temps, je ne vous ai pas donné la parole encore du tout, mais on va vous entendre, un document, donc, cette rencontre avec ce jeune repenti qui, je le rappelle, milite aujourd'hui dans un mouvement anti-néo-nazi. Alors ça consistait à quoi, d'intégrer une organisation de néo-nazis? Quelles étaient les actions? Quel était le programme? In erster Linie hatten wir schon uns sehr speziell der Jugendarbeit gewidmet, das heißt die Rekrutierung von Jugendlichen. On s'est particulièrement concentré sur le recrutement de jeunes. Weil natürlich wer die heutige Jugend beeinflusst, wer sie lenkt und steuert, beeinflusst auch die zukünftige Politik in Deutschland. Parce que celui qui peut prendre de l'influence sur la jeunesse actuelle a effectivement de l'influence sur la politique à venir. Auch war es natürlich das Ziel, dass unsere Politik, unsere Szene oder unser Denken halt gesellschaftsfähiger wird. Notre but était également de rendre plus convenable l'idéologie au sein de la société. Par exemple, en faisant quoi et en disant quoi? Indem man sich speziell, was die Jugendarbeit angeht, neuen Subkulturen öffnet. Das heißt, weg von diesem Skinhead, also von diesem klassischen Nazi-Klischee. En s'éloignant de cette image skinhead du néo-nazi, Modern, skinhead, le cliché du skinhead nazi. Sich moderneren Subkulturen öffnet und halt auch dementsprechend auch anderen politischen Themen mehr sich darauf konzentriert, wie Antikapitalismus, Globalisierungskritik. En s'ouvrant à d'autres sujets tels que l'antimondialisation, l'anticapitalisme. C'est-à-dire reprendre des idées de la gauche et de l'extrême gauche. Reprenant des idées de la gauche de manière ciblée. Speziell natürlich auch ganz groß der sozialen Frage, also dass man quasi das heute wirtschaftliche Geflecht quasi aufnimmt und an der Perspektivlosigkeit der Leute dort anknüpft. Donc de reprendre le manque de perspective que les gens ressentaient dans le cadre de la crise économique actuelle, pas de travail, etc. Donc on essayait de prendre les gens à cet endroit-là. Das heißt, die soziale Frage wurde schon stark thematisiert. Donc le problème social était très thématisé. Und das wurde halt mit
Aktionen untermauert, mit auch teilweise Aktionen, die so quasi mehr aus der Linken stammen. Et on soutenait ça par des actions qui étaient fortement inspirées d'actions plutôt gauchistes. Sprich Hausbesetzungen, symbolische Hausbesetzungen, Faire des squats par exemple. halt eine Forderung zum Beispiel für ein nationales Jugendzentrum nachzugehen. D'exiger que des centres pour les jeunes soient créés. Natürlich auch die öffentliche Präsenz in Form von Demonstrationen, von Infoständen. Évidemment aussi la présence publique était importante aussi, par exemple sous forme de manifestations. Natürlich auch das Mitreden in Politik, das heißt Stammtische, Veranstaltungen besuchen. Die dann Parler dans le milieu politique en organisant des tables rondes. Die dann teilweise aber auch in Form von massiven Störungen. Das heißt, dass man Veranstaltungen von politischen Gegnern aufgesucht hat, die auch zum Abbruch zu zwingen. On essayait aussi de perturber d'autres manifestations politiques en y allant et puis en essayant de les empêcher de parler, par exemple. De quelle époque tu parles là? 99 bis 2005. De 1999 à 2005. Voilà, Dominique Vidal, ce dialogue avec ces textes néo-nazis. Alors, il évoque une période 99-2005. Vous avez travaillé et écrit des papiers sur ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce que vous venez d'entendre. Mais je voudrais d'abord vous dire que l'Allemagne est vraiment un cas particulier. C'est bizarre qu'on parte pour cette conversation de cet exemple parce que c'est presque un contre-exemple. Et pas pour rien, évidemment, parce que l'Allemagne a fait un travail sur elle-même. Vous me direz, elle ne pouvait pas faire autrement, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un des pays où le travail sur l'histoire a été à ce point fait d'une manière massive, pas seulement les intellos, mais aussi la grande masse de la population, qu'il n'y a pas d'extrême droite en Allemagne. C'est-à-dire politiquement, électoralement, l'extrême droite est complètement marginale. Les républicaneurs font moins de 1%. Et certains disent que s'ils ne sont pas interdits, c'est parce qu'il y a plus d'agents des services de sécurité que de membres réels. Donc, si vous voulez, l'Allemagne, c'est plutôt typique d'une de ces trois familles de l'extrême droite européenne, qui est la vieille famille nostalgique du néonazisme, du néofascisme, mais qui est complètement marginale, qui ne joue plus de rôle, sinon, je dirais, un peu spectaculaire, un peu presque folklorique. Alors que les deux autres familles, elles, sont des familles en plein développement. D'abord, pour commencer par ce qui est le plus curieux, celle que j'appelle la famille des ovnis, parce qu'on ne sait pas très bien d'où ils arrivent. C'est le Parti de la Liberté néerlandais, le fameux PVV, qui est issu de la liste de Pim Fortuyn, et qui a fait un succès incroyable aux Pays-Bas, un pays de la tolérance. Et puis c'est, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais plusieurs partis d'extrême droite du nord de l'Europe. Donc là, on a affaire à des partis dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais qui ont un succès fou. Certains viennent de vieux partis agrariens, de vieux partis conservateurs, dont ils ont pris les rênes et qu'ils ont transformés. Et puis on a une troisième famille qui est la plus intéressante, et en tout cas la plus importante, et certainement pour nous en France la plus significative, c'est la famille de ceux qui ont cherché à muter pour essayer de rompre le cordon sanitaire que les forces démocratiques avaient réussi à organiser autour d'elles et accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir en alliance avec tout ou partie de la droite dite républicaine. Et ça, c'est d'un côté Feu Haider, en Autriche, avec le Parti de la Liberté, le FPE, qui est quand même monté à plus de 20% des voix, sans renier, lui, ses convictions très proches du Troisième Reich, il vantait les louanges. C'est de l'autre côté quelqu'un qui était au bout de la mutation. On peut même se demander si on peut encore qualifier l'Alliance nationale d'extrême droite, le parti de Gianfranco Fini en Italie, qui est complètement intégré à la droite républicaine italienne, qui est un allié concurrent de Berlusconi. Et puis vous avez un peu Marine Le Pen entre les deux, qui voudrait bien muter. On le voit avec son discours, on va sûrement en parler, mais qui voudrait muter sans renoncer à un certain nombre de thèmes traditionnels du Front National. Donc, elle voudrait faire comme Haider, mais réussir comme Fini. Il y a une petite contradiction. Qu'est-ce qui
unit ces forces-là, je parle des ovnis et des grandes forces, je mets de côté votre camarade là, que vous tutoyiez tout à l'heure à Berlin, il avait un accent berlinois assez marqué. Ce qui les unit, c'est un cocktail de discours qui est un cocktail mortifère et qui explique le succès de tout ça, y compris celui de Marine Le Pen. Mais je crois qu'il faut l'inscrire dans un contexte européen. Cocktail de 3 discours, pour aller vite. Premièrement, un discours nationaliste, anti-européen, anti-fédération européenne, anti-mondialisation, qui présente la solution à tout comme le repliement sur la nation, sur l'État-nation, dans sa pureté de la race. C'est pas dit comme ça chez nous, mais c'est dit comme ça ailleurs. Et on a un peu la perpétuation de ce discours nationaliste qu'on a bien connu dans toute l'histoire du 19e et du 20e siècle en Europe. Deuxième discours, lié au précédent, c'est la xénophobie, voire le racisme, avec cette particularité qui n'est pas propre au Front National, qu'on retrouve ailleurs en Europe, qu'on est passé progressivement de l'antisémitisme, qui était le fonds de commerce de cette extrême droite dans les années 60 à 90, disons, à l'islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore ici ou là des pointes d'antisémitisme, mais visiblement, tous ces dirigeants d'extrême droite ont compris que leur intérêt était plutôt de développer la haine de l'arabe et plus généralement du musulman. Évidemment que le 11 septembre est passé par là et que toute la rhétorique mouchienne et néoconservatrice sur l'ennemi c'est l'islam, le choc des civilisations, enfin l'islam a remplacé le communisme quoi, comme ennemi public numéro 1, tout ça jouait un rôle. Mais c'est aussi la concurrence dans la crise, c'est-à-dire les Arabes nous prennent notre pain, nous prennent nos emplois, voire nous prennent nos femmes. On se souvient de Falachi, pauvre écrivant, que les femmes de bon goût ne devraient pas pouvoir penser à avoir des relations avec des Arabes. Enfin, il faut se souvenir de ça, approuvé par notre ami Finkielkraut à l'époque. Absolument. Et rencontrant un très très grand succès d'émission. Ça, c'est le deuxième élément du cocktail. Et puis, le troisième, c'est celui dont nous parle votre ami berlinois. Ami, le mot est fort. Oui, j'ai remarqué que vous Mon le tutoyez. interlocuteur. J'ai remarqué que vous le tutoyez quand même. Hein, c'est peut-être. Enfin bon, on va en parler. On va en reparler. Le troisième élément, et ça c'est vraiment nouveau, c'est la reprise de tout le fonds de commerce national-socialiste. On oublie que dans national-socialiste, il y a aussi socialiste, qui était un discours démagogique. Aujourd'hui, on vous dirait populiste, mais comme vous savez, au monde diplomatique, on n'aime pas beaucoup ce terme, et je partage cette réticence à l'égard du terme. Je dirais simplement de promesses démagogiques à l'égard d'un électorat populaire, ouvrier, qui est parmi les toutes premières victimes, avec des immigrés, de la crise. Donc ça, ce cocktail de ces 3 éléments, c'est tout à fait redoutable. Et ce qu'exprimait votre interlocuteur berlinois, c'est un petit bout de ça, qui est la prétention à voir dans la tradition nationale socialiste revisitée, évidemment, de manière moderne, avec des cultures ouvertes, comme il dit, en fait, ce qu'a été, je dirais, un des piliers de la montée du fascisme mussolinien et du nazisme hitlérien en Italie, en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres. Vive la France aux Français! Tu dégages. France 2. 3 mai 2011. Tu dégages, tu fais de la provocation devant les journalistes. Tu n'es pas là pour servir la soupe à la presse de gauche. C'était en 2006, devant les caméras, Karl Lang, l'un des dirigeants du FN, demande à des crânes rasés de quitter le défilé du 1er mai. Cette année, pour que la manifestation soit une réussite, Marine Le Pen a donné des instructions très claires à ses secrétaires départementaux. Elle a prévenu que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un skinhead sera exclu, manu militari. Enfin, il y a l'éviction des militants du FN, pris en photo en train de faire le salut nazi. Alexandre Gabriac, conseiller régional, a été exclu par Marine Le Pen. La presse d'extrême droite dénonce une purge. Elle est profondément dans son fond antifasciste, foncièrement bien pensante, foncièrement de gauche, je pense. Ouais. Et donc, je pense qu'elle a vraiment un rejet presque viscéral de tout ce qui est de droite ou de droite radicale. Et pourtant, si Marine Le Pen a relooké l'héritage politique de son père, elle n'a pas abandonné pour autant la préférence nationale, thème majeur. Le FN semble en plus à l'abri d'une scission. Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
voudrais quand même utiliser mieux vos qualités d'historien, Dominique Vidal, parce que ce lien entre l'extrême droite et l'anticapitalisme qui se manifeste et qui s'exprime chez Marine Le Pen, que vous dites ne pas relever seulement de la simple démagogie, a une sorte de tradition dans l'histoire. Et il serait bien qu'on comprenne que peut-être, pour nous évidemment, l'extrême droite égale le capitalisme, puisqu'on est contre l'extrême droite et contre le capitalisme. On met ces deux adversités ensemble. Je crois qu'on se trompe assez. Il est arrivé assez souvent dans l'histoire que l'extrême droite s'allie avec le camp anticapitaliste ou emprunte ses idées ou assume ses idées. Je ne dirais pas ni s'allie, ni assume ses idées, ni reprend ses idées. Non, je dirais que l'extrême droite, et notamment le national-socialisme, pour parler des années 30, ont su récupérer à leur profit la colère populaire que la gauche n'arrivait pas à incarner, du fait de sa division, dans laquelle les communistes allemands portent une responsabilité importante, mais aussi la social-démocratie allemande, on l'oublie. C'est quand même pas les communistes allemands qui ont assassiné Rosa Luxembourg ni Karl Liebknecht. C'est un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur était social-démocrate. Disons que si on réfléchit sur les responsabilités à l'époque, elles sont pour le moins partagées entre communistes et sociaux-démocrates. Mais le fait est que la gauche n'était pas capable, dans la crise incomparable avec celle que nous vivons, qui était celle de l'Allemagne de l'époque, d'offrir une alternative à des millions de chômeurs. Et ce qui me fascine, j'ai sous les yeux deux graphiques. Un graphique qui est l'irrésistible ascension du Parti national-socialiste d'Allemagne, et à côté, j'ai le graphique de l'évolution du chômage. Ils sont quasiment parallèles. Ces deux graphiques sont parallèles. Et d'ailleurs, si vous le regardez avec moi, Daniel, vous verrez qu'après 1933, le chômage recule très vigoureusement en Allemagne, et c'est pas étonnant que ça ait créé, ce recul du chômage, une base de masse pour le régime nazi, malgré une opposition forte et malgré une résistance non négligeable, dont on a tort d'ailleurs toujours en France de la sous-estimer, comme si avec les Français qui avaient résisté, comme s'il n'y avait pas eu de résistance ailleurs en Europe, y compris en Allemagne. Mais dès qu'on fait les comparaisons historiques, on risque gros. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, belle formule, mais plus précisément, nous ne sommes ni dans la même période, ni dans les mêmes pays. Donc, il faut tout de suite dire, attention, avec 3 points d'exclamation, la France est un vieil État-nation, avec des traditions démocratiques enracinées depuis la Révolution française et même avant, les Lumières, alors que l'Allemagne est un État-nation récent, qui n'avait pas d'expérience démocratique avant la République de Weimar, juste après l'écrasement de la Révolution spartakiste en 1919. Deuxièmement, la crise, même si elle prend des proportions graves aujourd'hui, n'est pas comparable avec ce qu'était la crise en Allemagne, qui a fait tomber dans la misère des millions et des millions d'Allemands, et pas seulement des couches populaires, aussi des classes moyennes en masse. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, dans l'électorat d'Hitler, qui passe, pour mémoire, de 2,4% en 1924 à 37 et plus % en 1932, les gros bataillons viennent des classes moyennes, ne viennent pas de l'électorat socialiste ou communiste. Donc, c'est pour dire, il faut faire bien attention quand on analyse. Je reviens à ma comparaison. 3e élément, c'est évidemment un élément important, la stratégie qui était celle des extrêmes droites avant-guerre et celle des extrêmes droites aujourd'hui, n'a pas de point de comparaison. Les extrêmes droites avant-guerre veulent prendre le pouvoir pour elles. Et si ça passe par des élections et par des alliances, ça passe aussi par l'exercice d'une terreur de masse. On ne peut pas comparer ce qui se passe en Europe aujourd'hui avec ça. Le but d'une Marine Le Pen, ou d'un Fini, ou même d'un Haider, sans parler des ovnis dont j'ai parlé, c'est simplement, je l'ai dit, de rompre le cordon ombilical, de faire progresser leurs idées le plus loin possible, de telle manière qu'à un moment donné, une partie de la droite soit amenée à faire alliance avec ces extrêmes droites et à les intégrer au pouvoir, mais pas un pouvoir totalitaire, un pouvoir plus conçu comme un fromage dans lequel ces gens auraient, comme les autres, comme ceux d'aujourd'hui, accès.
je crois qu'il ne faut pas donner l'impression, si on veut comparer, qu'il y aurait point à point des ressemblances entre Marine Le Pen, Mussolini ou Hitler. Ce serait stupide, absurde et en plus dangereux parce que ce serait complètement démobilisateur. On aurait l'impression d'une espèce de fatalité qui nous a... Non. Mais ce qui est frappant quand même, et ça je veux y insister parce que sinon on tient qu'un bout de la chaîne, il y a l'autre bout aussi, c'est la coïncidence de ce cocktail. Ce cocktail que j'ai décrit, nationalisme exacerbé, xénophobie, racisme, en l'occurrence chez nous, islamophobie, et populisme au sens de la démagogie ouvriériste, ça se trouve aussi bien dans le national-socialisme, dans le fascisme mussolinien, que dans les extrêmes droites d'aujourd'hui, y compris Marine Le Pen. Il faut retrouver l'État en le remettant au service du peuple. BFM TV. Et pour cela, on chassait les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale. 26 janvier 2011. Car l'État est devenu l'instrument du renoncement devant l'argent. Marine Le Pen. Face à la volonté toujours plus insistante des marchés financiers, des milliardaires qui détricotent notre industrie et jettent des millions d'hommes et de femmes de notre pays dans le chômage, la précarité et la misère. À l'heure où la crise et la mondialisation font rage, quand tout s'effondre, il y a encore l'État. À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps, lui aussi trahi par la gauche du FMI et des beaux quartiers. Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Dominique Vidal, il y a de quoi quand même être troublé. On se souvient comment Nicolas Sarkozy a utilisé l'image de Guy Môquet, Jaurès, citant Jaurès à l'envi. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle aussi fait son marché chez Jaurès, cite Jean-Pierre Chevènement, cite Emmanuel Todd, et elle a... semble-t-il, quand même un certain nombre de conseillers, d'intellectuels ou de journalistes qui sont des gens, disons, des républicains, des souverainistes, voire même carrément des gens de gauche. Et ce qui est troublant là-dedans, c'est, par répercussion, le discrédit que ça apporte sur les idées de gauche ou les idées égalitaires, les idées, l'horizon socialiste. Il y a quelque chose qui est fascinant. Vous parlez de Jaurès, ça me fait me souvenir d'une phrase très importante du discours de Le Pen. Le Pen, non pas Marine, mais Jean-Marie. Le 1er mai 2011, lors de la fameuse fête annuelle de Jeanne d'Arc. Parce que il y a une fascination pour Marine Le Pen que personnellement j'ai du mal à m'expliquer. Dans la classe médiatique, même dans la classe politique, on a l'impression qu'il y a là une espèce de génie de la politique. Excusez-moi, il faut rendre à César ce qui revient à César. Le tournant dont nous parlons en ce moment, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a pris. Je cite, je vous ai amené, c'est la seule citation que j'ai amenée, mais celle-là, j'y tiens. C'est donc le 1er mai 2011 devant les troupes du FN. Marine, dit son père, me disait l'autre jour à propos de ce discours du 1er mai, Jaurès et pas Thorez. Et Le Pen ajoutait, Le Pen, Jean-Marie, et pourquoi pas? Avant que le Parti communiste français et les syndicats n'eussent trahi les ouvriers en acceptant la mondialisation et l'Europe et en devenant immigrationnistes, Georges Marchais ne réclamait-il pas son arrêt immédiat et ne défendait-il pas le produisons français? Il avait raison comme nous avions raison. Et Le Pen, le père, ajoutait « Pourquoi ne pas le dire? Cette gauche-là, qui vit encore, celle de la défense des opprimés, des exploités, des petits patrons, des petits fonctionnaires, des petits paysans, est certainement plus éloignée de la gauche américaine, des Strauss-Kahn et des Aubry que nous. Elle est plus proche de nous que cette droite de l'argent roi, des Rolex et des chanteuses, celle qui finance les banques, qui verse des milliards de bonus à ces traders pendant qu'un de nos paysans se suicide chaque jour. » Donc, c'est une pensée collective. C'est pas Marine Le Pen qui a sorti de son chapeau ou de son expérience dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une stratégie qui a été mise en œuvre consciemment par son père et qu'elle poursuit avec l'avantage de la jeunesse
d'une tradition débarrassée des petites phrases et des relents puants du papa. Tout ça est oublié avec elle. Et à mon avis, le but est triple. Premier but, draguer l'électorat ouvrier. On va y revenir parce qu'elle réussit à le faire. Et ça, je voudrais vous donner des chiffres qui sont des chiffres absolument effarants. Il faut les prendre avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Deuxièmement, donner plus de respectabilité au Front National. En faire un parti comme les autres. Et là aussi, si j'en juge par les sondages, qui sont ce qu'ils sont, le monde diplomatique a assez dit de mal des sondages pour que je n'en abuse pas ici, mais quand même, les sondages montrent que l'idée que le Front National est un parti comme les autres est devenue une idée majoritaire, alors qu'elle était minoritaire avant l'élection de Marine Le Pen. Et troisièmement, faire avancer l'idée de l'alliance possible, voire probable, entre une partie de la droite républicaine, UMP en l'occurrence, et le Front National. Alliance locale d'abord, régionale, et puis éventuellement nationale. Et là encore, les sondages montrent qu'une partie de l'électorat UMP est sensible à cette éventualité, même si, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, il résiste quand même. Mais ce qui est le plus frappant, peut-être c'est de ça qu'on pourrait parler, parce que c'est vraiment intéressant, c'est que Marine a réussi là où son père n'avait qu'à moitié réussi, c'est-à-dire draguer une partie de l'électorat ouvrier. À moitié réussi, cela dit, en 2002, lorsque le Front National, Le Pen, se retrouve au deuxième tour, il déclare, et c'est vrai, que le Front National est devenu le premier parti ouvrier de France. Oui, mais remontons un tout petit peu en arrière. Il y a un très beau travail qui a été fait par plusieurs chercheurs, mais un en particulier qui mérite d'être cité, qui s'appelle Florent Gougou, sur l'évolution de l'électorat ouvrier pendant toute la Ve République. Ce chercheur montre qu'il y a la génération héroïque, celle du Front populaire, la résistance, la libération, qui est une génération ouvrière entièrement à gauche ou quasiment. Ensuite, vous avez la génération ouvrière de la modernisation, qui commence à donner des signes de désarroi, mais qui reste encadrée par le PC, par la CGT, par la gauche traditionnelle. Et maintenant, vous avez la génération ouvrière de la crise. Et là, c'est pas seulement Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen ou que c'est la sociologie du travail qui a changé. C'est-à-dire le fait qu'on soit passé des grandes entreprises collectives où la classe ouvrière est organisée, consciente d'elle-même, etc., à un travail de plus en plus individualisé, où les gens sont isolés, précarisé. Le télétravail étant la forme ultime de cette parcellisation. Tout ça, évidemment, a créé les bases même de l'effondrement du Parti communiste et du Parti socialiste comme parti ouvrier, qui était la SFIO, indépendamment des erreurs des directions de ces partis, de leurs erreurs politiques, de leurs erreurs tactiques, etc. Ce qui se passe à partir de 73, des années 70, est absolument incroyable. Jusqu'en 73, 70%, vous entendez bien, 70% des ouvriers votent à gauche. Le fameux 21 avril 2002, 43% des ouvriers votent à gauche. C'est-à-dire, il y a une déconnexion entre vote ouvrier et vote de gauche, je veux dire vote communiste, vote socialiste, vote d'extrême gauche. Et en plus, ce fameux 21 avril, le décalage qui avant était en faveur de la gauche dans l'électorat ouvrier devient un décalage favorable à Jean-Marie Le Pen qui fait 24% du vote ouvrier. Ce qui est déjà, pour le Front National, un grand succès. Et un succès très préoccupant. Mais alors, quand on regarde, je les prends avec des pincettes, parce que ces sondages datent du printemps 2011 et qu'au printemps 2011, il y avait une espèce d'engouement autour de Marine Le Pen. On l'a donné d'ailleurs à 23, 24, 25% des intentions de vote. Donc, ce que je vais dire mérite d'être nuancé. Mais dans un sondage qui date d'avril, si ma mémoire est bonne, 2011, Marine Le Pen nous est donnée comme faisant 36% de l'électorat ouvrier. Et le premier qui arrive derrière, il était encore candidat à l'époque, il s'était tenu bien, ou en tout cas on le croyait, je parle de Dominique Strauss-Kahn, il faisait 17% de l'électorat ouvrier. Suivi par Nicolas Sarkozy, 15%, les autres candidats
socialiste, Aubry, Royal, Hollande, étant entre 15 et 16%. Donc, il ne restait à la gauche de la gauche, si j'y inclus le front de gauche de Mélenchon et le NPA, que quelques pourcents de l'électorat ouvrier. Vous voyez quel renversement historique dans une période qui n'est pas si longue que ça, qui est celle de la Ve République. Ah ben ouais, je sors plus, hein. Ah ben non, hein. Ben à cause de l'argent. Alors vous dites un renversement historique, vous décrivez l'évolution, la mutation sociologique, mais là-dedans, quelle est, selon vous, la responsabilité des partis de gauche et des partis ouvriers depuis, vous avez pris cette date de 1973. Parce que aujourd'hui, le Parti socialiste, par rapport à ce que vous évoquez, n'a plus grand-chose de socialiste. Voilà, pour dire les choses simplement, ne parler que des erreurs politiques du Parti communiste ou du Parti socialiste ou de l'extrême gauche pour expliquer cette situation qu'il faut bien décrire comme catastrophique, ce serait absurde. Je l'ai dit, j'y réinsiste, il y a des bases dans l'évolution de la sociologie même de la France qui expliquent cette évolution. Mais je vois bien que la gauche française, depuis de longues années, est incapable d'offrir une alternative populaire, crédible, sérieuse, qui réponde aux attentes des gens qui vivent une crise beaucoup plus grave qu'on ne la pense dans nos milieux intellectuels. On parle aujourd'hui, dans une journée où on nous a annoncé ce matin qu'un Français sur 7 vivait en dessous du seuil de pauvreté, que le nombre de chômeurs était en train de repartir vers les 3 millions. Je veux dire, il faut bien mesurer ce que tout ça veut dire, qu'il y a 5 000 enseignants de moins alors qu'il y a 20 000 élèves de plus, que dans la santé, les hôpitaux, ça marche. Je veux dire, il faut bien mesurer dans quelle merde vivent les gens. Et dans cette merde-là, il n'y a pas de discours de gauche destiné à cette population-là, qui est la première à souffrir de la crise. Parce que voilà, il y a une vieille idée reçue et une illusion qui est assez belle, mais qui n'est pas vraie, qui est que ces désarrois populaires, ces souffrances populaires, eh bien, gonflent la gauche. Et que quand on est perdu, quand on est un ouvrier, quand on est un dominé, eh bien, qu'on aille vers la gauche. Et c'est pas toujours le cas. L'histoire montre que ça, parfois, et même assez souvent, été l'inverse. Je crains même qu'effectivement, ce soit l'inverse. C'est-à-dire que la misère n'est pas bonne conseillère. Comme disait l'autre, on ne va pas citer à longueur d'émission, le racisme, le fascisme, c'est une colère qui se trompe d'ennemis et qui se trompe de solution. Et on retrouve... J'ai trouvé une très jolie phrase en préparant cette émission de Pierre Mauroy, qui était bien sûr un dirigeant social-démocrate du Parti socialiste, mitterrandiste, qui était Premier ministre, à qui on doit quand même quelques mois d'espoir, même si ça n'a pas duré. Un mois avant le 21 avril, dans une réunion du staff du candidat Lionel Jospin, Mauroy dit à Lionel « Nous devons parler plus fort aux travailleurs, Lionel. Il faut que tu adresses un message à la France qui travaille. » Et Pierre Mauroy ajoute « Le mot ouvrier n'est pas un gros mot, tu sais. » On est presque dans la caricature de ça. C'est-à-dire, on a d'un côté un parti communiste qui, pour des raisons historiques, s'est embarrassé d'un modèle qui l'a rendu incapable d'offrir une perspective, comment je dirais, enthousiasmante, durablement, pour pas seulement les couches populaires, aussi les intellectuels, aussi, enfin, société française. On a un parti socialiste qui a trahi tous les espoirs qui avaient été mis en lui, notamment en 1981. Au fond, le travail de Marine Le Pen est assez simple, si je peux le résumer. Il s'agit d'opérer le rassemblement des cocus. Les cocus de Sarkozy, qui viennent, eux, de droite, c'est les 2/3 des nouveaux électeurs du Front National, et les cocus de Mitterrand et de Jospin, qui ne viennent pas directement, mais qui sont passés par l'abstention, pour beaucoup d'entre eux, et qui forment, en gros, 1/3 des nouveaux électeurs du Front National. Le rassemblement des cocus, grâce à ce discours, à ce cocktail de 3 discours dont j'ai parlé, c'est ce à quoi Marine Le Pen s'est attelée. Et il est particulièrement inquiétant de voir que le débat politique continue à s'enliser dans des questions qui n'intéressent absolument pas la réalité
de l'immense masse de nos compatriotes, au lieu de traiter des questions qui les concernent. Et c'est là la difficulté. C'est que le discours de Marine Le Pen, qu'il porte sur le nationalisme et les dégâts de la mondialisation ou de la politique de l'Union européenne, qu'il porte sur la xénophobie et la concurrence sociale réelle, telle que les gens la vivent, ou qu'il porte sur ce discours presque socialo-communiste, si j'ose dire, il s'enracine pour les gens dans des réalités vécues, et faute d'autres réponses, eh ben, ils vont chercher... Vous vous souvenez ce que disait Le Pen? On a tout essayé, sauf le Front National. Tout ça, ça travaille. À Paris, plus de 3000 sympathisants du Front National étaient rassemblés place de l'Opéra, BFM TV, avant de défiler vers la place des Pyramides, là où se trouve la statue de Jeanne d'Arc, égérie de l'extrême droite. 1er mai 2011. Pour ces militants, Marine Le Pen incarne un nouvel espoir. C'est le renouveau. En même temps du Pas-de-Calais, ce qu'elle a fait à un moment et dans le Pas-de-Calais, elle va le convertir partout en France. Je crois que ça dynamise, c'est sûr, à l'évidence. Il y a un renouveau qui se fait, mais enfin qui est dans la continuité, quoi qu'il en soit, et ça fait venir des gens. Elle est plus médiatisée, elle est plus difficile à diaboliser, la presse la diabolise moins. Marine Le Pen, elle représente pour moi la colère des Français. Voilà. Au-delà du personnage, c'est la représentation d'une volonté à la souveraineté qui a été trop longtemps délaissée. Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. J'ai parlé, mais c'est pas la première fois, Marine Le Pen, très clairement, de nationalisation sanction. 17 mars 2011. Dans le cas où les banques ne se comporteraient mal, comme elles l'ont fait pour un certain nombre d'entre elles, lors de la crise financière. Donc oui, ça ne me pose aucun souci d'envisager des nationalisations sanctions dans le cadre de l'état stratège que j'ai pu développer tout au long des derniers mois. Alors Dominique, en étant très prudent toujours avec les comparaisons, la politique économique du Front National a été quand même très souvent de l'ultralibéralisme le plus déchaîné. Si on lit les programmes et les projets du Front National, a été, je dis bien. Ah bah oui, oui. Or aujourd'hui, si on écoute Marine Le Pen, eh bien, elle est devenue, semble-t-il, altermondialiste contre les paradis fiscaux. Elle va soutenir, sans doute, comme d'autres d'ailleurs, la taxe Tobin chère au monde diplomatique. C'est quand même encombrant, cette... Je crois, Daniel, pour être bien précis, il y a ça et le reste. C'est-à-dire, je crois que Marine Le Pen, les dirigeants du Front National, savent que le gros de leur base, c'est pas la classe ouvrière, ou ce qu'il en reste. Je veux dire, ce qu'il en reste au sens où ceux qui ont conscience d'en faire partie. En soi, des ouvriers, il y en a toujours beaucoup en France, mais il y en a très peu qui ont conscience de faire partie d'un ensemble qui s'appelle classe ouvrière, ou qui s'appellerait classe ouvrière. Donc, il n'y a pas de doute que dans le programme du Front National et dans sa politique, l'attention portée aux artisans, aux commerçants, aux petits patrons, classe moyenne, aux cadres, etc., est une attention maintenue et développée. Ce qui est nouveau, c'est effectivement le camouflage dans les promesses démagogiques à l'égard des catégories populaires qui était beaucoup moins présent avant. Et c'est un camouflage, je le répète, qui a pour but à la fois de draguer cet électorat comme force d'appoint. Ça ne va pas être l'électorat décisif, mais c'est une force d'appoint indispensable pour la stratégie qui est celle de Marine Le Pen, et d'autre part pour la légitimation du Front National comme un parti comme les autres, respectable, qui a donc droit d'aller au pouvoir avec d'autres, en alliance avec d'autres, etc. Donc c'est un discours complexe, il ne faut pas le simplifier. C'est pour ça, par exemple, que quand on interroge Marine Le Pen sur la question des retraites, elle est bien ennuyée. Parce qu'elle ne veut pas désavouer les positions qui ont été celles du Front National, mais elle ne veut pas non plus les répéter. Donc en général, elle fait comme... d'autres dirigeants politiques que je ne citerai pas autrefois, et qui disaient « Votre question est excellente, passons à la suivante ». C'est un peu une des difficultés du discours du Front National, c'est qu'il doit tenir beaucoup de fronts à la fois. Alors, moi je crois que la stratégie qu'elle met en œuvre, c'est-à-dire elle n'est pas dans la conquête du pouvoir un grand soir avec les forces de je ne sais quel ESA, SS et autres, elle est dans ce que Gramsci appelait la conquête de l'hégémonie dans la société civile.
convaincre la société française le plus largement possible qu'effectivement la mondialisation c'est pas bon, qu'effectivement l'Union européenne il faut sinon s'en retirer parce que ça marche pas, mais en tout cas sortir de l'euro, qu'effectivement il faut réserver l'emploi aux Français de souche, les prestations sociales réservées aux citoyens, qu'effectivement, etc., etc. Quand on fait la liste de ce qu'est le programme de Marine Le Pen, ce sont les idées qu'elle essaye de faire passer dans la classe ouvrière, mais bien plus largement dans la société française. En moins d'1 an, elle a réussi à faire avancer ce que Gramsci appelait des positions dans la société civile, ces fameuses casemates qu'il ne faut pas investir violemment, mais investir progressivement. Et on aurait tort de sous-estimer le danger. Encore une fois, on n'est pas dans les années 20, on n'est pas dans les années 30, mais quand même, l'ampleur de la crise, et on n'est pas au bout de nos peines, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, la vague islamophobe, avec les alliés qu'elle a su trouver dans une partie de la gauche, voire de l'extrême gauche, c'est un deuxième point inquiétant. Et troisièmement, l'état, je ne sais pas comment il faut le qualifier, d'errance, de liquéfaction, de destruction des appareils traditionnels de la gauche et même de l'extrême gauche. Tout cela, c'est quand même des éléments qui, sans amener au catastrophisme, on n'est pas en 1933 ni en décembre 32, mais quand même, il faut être attentif à tout ça et ne pas sous-estimer le danger. C'est-à-dire que voilà, on peut pas se contenter face à cette remontée du Front National sous cette forme-là, celle que Marine Le Pen a donnée au Front National. On peut pas se contenter, comme on l'a fait avec son père, de diaboliser, de rejeter, de se pincer le nez face à une horreur comme on l'a beaucoup fait au cours de toutes ces années. C'est contre-productif. C'est pire que inutile, c'est nuisible. Ça n'est pas sur ce terrain-là qu'on fera reculer le Front National et ses idées. On ne peut faire reculer le Front National et ses idées qu'en apportant des réponses à la fois radicales, sérieuses, convaincantes aux questions que les gens se posent dans la crise. Moi, ce qui me frappe, si vous me permettez juste un mot de plus, dans toutes les conférences que je fais, il y a un moment où je m'arrête et je dis aux gens, attendez, on oublie le Proche-Orient, la Palestine, Israël, tout ça. Nos logiciels ne sont plus au point. L'histoire va plus vite que nos grilles de lecture. Donc il faut absolument prendre le temps de faire ce que les jeunes appellent reset. On remet le logiciel à plat et on l'adapte à la réalité d'aujourd'hui. Quand on met bout à bout les intifadas arabes, si on veut l'appeler comme ça, l'intifada israélienne de cet été, les indignés, la poussée des émergents, la nature de la crise mondiale, le recul de l'hégémonie américaine. Volontairement, je mets tout ça dans un grand sac et je secoue. On est obligé de penser et de remettre à jour l'ensemble de nos grilles de lecture. Sinon, on ne répondra pas aux questions posées. Et si nous, on n'y répond pas, quand je dis nous, mouvement démocratique dans son ensemble, d'autres y répondront. Et ces autres-là, quand même, l'histoire montre que on ne saurait trop sous-estimer leur danger.